Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Divergence Politique, l'épisode de la semaine avec notre guest Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Alexis, très bien, merci à toi. Ah ouais, ça va merveilleusement bien. Alors, en ce jeudi un petit peu singulier sur le plan de vue géopolitique mondial, eh bien, on va forcément parler de ce qui a fait le buzz toute la journée. La rencontre en Turquie, les sanctions européennes qui sont celles attendues, le fait que Vladimir Poutine finalement n'était pas en Turquie, contrairement à ce que tout LCI attendait avec impatience, parce qu'il y avait une pression de fou mise par le président français. Tout ça, on va en parler après notre générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Alors, le résistant du jour, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Comment il s'appelle déjà? Barrot? Barreau, Jean-Noël Barrot. Barrot. Alors, lui a décrété qu'il a. Alors, je pense qu'il a été possédé, son corps et son esprit a été possédé par le fantôme de Bruno Le Maire, puisque alors là, dans une tirade d'une extrême violence pour un ministre des Affaires étrangères, il a dit vouloir prendre à la gorge la Russie. Enfin, il y a des termes qui sont extrêmement violents. Nicolas, on va en parler. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la paix? Non, c'est certainement pas comme ça qu'on fait la diplomatie. Je ne comprends pas cette espèce de stratégie de TikToker, de personnes qui pensent à parler de relations internationales avec des mots comme ça. On dirait vraiment un acteur de seconde catégorie. Je ne sais pas ce qu'il essaie de prouver. Et surtout, quand on tient ce genre de discours extrêmement violent, il vaut mieux avoir les moyens. Je rappelle qu'il tient d'un discours qui est, je pense, indigne d'un ministre des Affaires étrangères. On ne parle pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie. On est mesuré dans ses propos. Quand les personnes sont en catimini, après, peut-être que le ton va monter un peu, mais on n'a pas ce genre de discours. Ça, moi, ça me fait peur d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il va prendre la première puissance nucléaire mondiale militaire à la gorge, il va asphyxier son économie. Enfin, ce ne sont pas des termes qu'un diplomate doit employer. C'est inquiétant. Je pense qu'il y a une erreur de casting monumentale dans les ministres des Affaires étrangères de ces dernières années en France. Après, il faut avoir les moyens. Parce que je rappelle juste une chose, Alexis, c'est que il gonfle ses muscles, il fait le cadre, mais il ne fait qu'annoncer derrière un 17e paquet de sanctions contre la Russie. On est vraiment dans le mythe de Sisyphe, dans la mythologie grecque. Sisyphe qui est condamné et qui est condamné à vie à monter une grosse pierre en haut d'une colline, et à chaque fois la pierre retombe, et à chaque fois Sisyphe il doit recommencer à renvoyer cette grande pierre. Il arrive qui n'a jamais réussi. N'oublions pas qu'il y a quasiment 30 000, j'ai plus le compte exact, de sanctions appliquées contre la Russie. Les sanctions qui sont appliquées que par 17% de la population mondiale, et que la Russie, aujourd'hui, a un taux d'endettement de 20%, là où la France est à 113%, que la Russie, aujourd'hui, est le premier PIB européen en parité de pouvoir d'achat devant l'Allemagne. Donc, et que quand on avait demandé à l'envoyé spécial de Poutine, quand le journaliste de CNN avait demandé s'il avait demandé aux États-Unis de retirer les sanctions, il a dit non, on ne veut pas que vous retiriez les sanctions parce qu'en Russie, on est beaucoup de personnes pensent que ça a aidé à développer l'économie. Donc voilà, donc il gonfle ses muscles, il tient des paroles extrêmement violentes, il est très très dur, il annonce une sanction, un nouveau paquet de sanctions qui ne fonctionne pas. Tout ça, c'est du théâtre, c'est très décevant pour la France, c'est inquiétant. Et ça montre que la France ne sait absolument pas quelle partition jouer de ce moment historique, on va dire, de l'humanité. Alors, c'est pas la première fois, effectivement, que Barrot est raillé sur les réseaux sociaux pour ses prises de position à la télévision un petit peu atypiques, un petit peu surprenantes. Il avait déjà été extrêmement moqué pour son
je dirais, son faciès très agressif, très vindicatif, très guerrier. Il y a de ça quelques mois. Là, c'est pareil. Dans son intervention hier, il est presque à deux doigts de monter sur la table. Et on a l'impression, en fait, véritablement d'une volonté de déclarer la guerre. C'est ce qu'on ressent aussi, peut-être éventuellement même d'ailleurs, du week-end qui vient de se finir à Kiev. On va passer l'histoire du train, on ne va pas rentrer dans les détails, mouchoir ou pas mouchoir, mais ceci étant... C'est la vie du rail. Voilà, effectivement, c'était un peu le remake version train de La Croisière s'amuse, visiblement. Ceci étant, si on revient quand même aux éléments contextuels à Kiev lors de la rencontre, on a quand même l'impression que ces pays européens, la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Angleterre, alors peut-être la Pologne un peu plus en tant que suiveur, mais les trois autres en tant que leader, se préparent véritablement à la guerre. Il y a aussi des choses qui sont extrêmement surprenantes dans les déclarations. Nico, on peut en parler avant d'arriver à cette fameuse journée d'aujourd'hui, de ce jeudi d'Istanbul. Il y a la volonté qui a été marquée notamment hier par le chancelier Merz de faire de l'Allemagne la première puissance militaire. Donc là, fini la question de l'Allemagne puissante économiquement. Maintenant, c'est une Allemagne qui devra être puissante militairement. Donc, c'est quand même extrêmement surprenant. On a la communication d'Emmanuel Macron ce samedi à Kiev qui relaye cette fameuse photo sur laquelle les hommes, les chefs d'État européens sont face à des drapeaux ukrainiens et personne dans les services de com de l'Élysée ne perçoit que juste devant eux, à 2 mètres d'eux, il y a effectivement un drapeau Azov avec les insignes de Das Reich. Voilà, bon là il y a quand même des boulettes et des volontés d'aller à la guerre, non? Alors, ce qu'on peut dire, il y a pas mal d'éléments là-dedans, Alexis. La première chose, c'est que si jamais l'Europe de l'Ouest voulait vraiment partir en guerre, elle s'y prendra extrêmement mal. Elle n'est pas crédible du tout. Elle s'est rendue à Kiev, il y a eu des responsables de quelques États européens. L'Espagne n'était pas présente, l'Italie n'était pas présente, de nombreux grands pays européens qui membres de l'OTAN n'étaient pas présents à Kiev. Et donc, le Royaume-Uni était là, ne fait pas partie de l'Union européenne. La séquence du train, je ne parle même pas de l'incident, je parle juste de voir les hommes dans le train en train de rigoler comme s'ils allaient comme si c'était en permission de l'armée ou que si c'était des étudiants qui finissaient leurs études. Ça ne colle pas à l'image de la guerre. La communication est mauvaise. En effet, aller rendre hommage devant des drapeaux de Bandera ou dessous des symboles nazis, c'est quand même très, très maladroit. Et la communication, quelques jours après, Macron dit que la France a donné tout ce qu'elle pouvait déjà à l'Ukraine. Donc, n'oublions pas que c'est une guerre par intermédiaire. Marco Rubio, secrétaire d'État de Trump, l'a dit. Cette guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre Ukrainiens et Russes. Il dit c'est une guerre, en anglais, par proxy, mais par intermédiaire entre les États-Unis et la Russie. Et derrière les États-Unis, c'est évidemment l'OTAN. Donc, les États-Unis ont déclenché cette situation depuis longtemps. Je l'explique dans mon livre, le chaos ukrainien. Et maintenant, ils veulent s'en défaire. Aujourd'hui, l'Europe ne sait pas quel rôle jouer. Et je pense qu'elle attend les consignes, elle pense qu'elle a peut-être un rôle à jouer. Elle n'a pas les moyens aujourd'hui de faire face à la Russie. Ça fait depuis 3 ans qu'on nous annonce l'effondrement de l'économie russe, que la Russie va se retirer. Ursula von der Leyen avait dit que l'économie russe était en lock. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la Russie qui avance sur le terrain militaire et qui gagne d'un point de vue économique, s'en sort plutôt pas mal par rapport à toutes ces sanctions. Donc, je pense que les Européens ne savent pas quel rôle jouer. Macron rêve de jouer le rôle du sauveur de l'Europe. Et il y a un double jeu. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Il y a un double jeu. L'Europe n'a pas les moyens, ne sait pas quoi faire. Elle attend les consignes de Washington. Washington a créé cette situation, comme on vient de le dire, et comme eux-mêmes l'admettent. Donald Trump part de la guerre de Biden, même si lui, il a une petite part de responsabilité parce qu'il a été président pendant juste avant Biden. Et aujourd'hui, les Américains veulent se retirer de la situation en Ukraine parce qu'ils l'ont dit, ils veulent se focaliser sur d'autres régions du monde, notamment le Pacifique et la Chine. Pour autant,
ils vont quand même laisser les Européens gérer la situation. C'est-à-dire que les Américains ne veulent pas non plus laisser les Russes faire ce qu'ils veulent en Ukraine, ou en tout cas être peut-être indépendants dans cette région-là. Et ils ont filé la patate chaude aux Européens. Donc derrière cette espèce de théâtralisation de la situation de l'Europe qui tout d'un coup va prendre son destin en main, va se réarmer, il y a quand même des consignes qui ont été données par Washington. Et Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense, l'a clairement dit en février. En février dernier, il a dit il faut que l'Europe se défende, que l'Europe paye jusqu'à 5% de son PIB en dépenses militaires, et quand il donne cette consigne, c'est pas pour que l'Europe indépendamment se gère. Il est en train de dire à l'Europe, les Américains ont dit aux Européens, vous allez gérer cette situation-là parce que on veut quand même fixer la Russie et l'occuper en Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que pendant que la Russie est occupée en Ukraine, eh bien, elle ne peut pas être ailleurs dans le monde. Et les États-Unis veulent se focaliser sur la Chine, qui est le vrai grand rival des États-Unis. Les Chinois sont en train d'amener le pion aux États-Unis dans tout un tas de domaines scientifiques, technologiques, même diplomatiques. Et les Américains sont inquiets par cela. Donc aujourd'hui, l'Europe part dans une démarche guerrière, je pense pour occuper la Russie, pour s'assurer que voilà, cette guerre, mine de rien, use un petit peu la Russie. Je ne sais pas jusqu'à quel point les Américains sont honnêtes dans leur démarche. Je pense que Trump a une volonté de paix, mais dans l'entourage de Trump et au sein même du Washington, on sait qu'il y a un complexe militaire industriel qui veut quand même de la guerre. Donc, ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir, c'est que l'Europe va poursuivre cette rhétorique guerrière. Et le problème est le suivant. Si l'objectif était juste de maintenir en garde la Russie pour être sûr que la Russie soit occupée en Ukraine et qu'elle n'allait pas aider la Chine ou d'autres régions du monde, en Afrique, en Asie, où là aussi des zones d'influence, on pourrait dire que ça pourrait aller. Ça va nous coûter des milliards. Hein. Ça va nous coûter beaucoup d'argent qu'on n'a pas pour les hôpitaux, pour les écoles. Un pognon de dingue. Oui, un pognon de dingue. Quand on parle de 800 milliards d'euros, c'est gigantesque. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, dans cette rhétorique guerrière, il y a un incident militaire? Si tout d'un coup, on va trop loin, cette rhétorique et le fait qu'on investit, qu'on se projette en faisant de la guerre contre la Russie, qu'on n'arrête pas de les nommer comme adversaires, alors que la Russie n'a aucun intérêt à dépasser l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe si on rentre vraiment en guerre? Si ce n'est pas juste une stratégie, qu'est-ce qui se passe le jour où les hommes se mettent à se battre, qu'on n'arrive pas à calmer la situation et que c'est l'escalade? On est en escalade avec une puissance nucléaire sur notre propre continent. Donc, nous serons forcément, avec cette logique-là, si nous rentrons dans une démarche guerrière au lieu de rentrer dans une démarche diplomatique, nous prenons un risque énorme, un risque qui va nous coûter beaucoup d'argent, un risque qui a des incidences sur nos libertés également, parce qu'il ne faut pas croire que cette discussion guerrière va se poursuivre ad vitam aeternam et qu'on va pouvoir s'armer et ne pas rentrer en logique de guerre. Et cela va se faire au détriment de la paix et au détriment de notre avenir. Et c'est extrêmement dangereux, c'est pitoyable, et ça montre que l'Europe n'a toujours rien compris. L'Union européenne n'a toujours rien compris à l'Europe. Alors, justement, je lisais un petit peu la délégation qui va être envoyée aujourd'hui donc à Istanbul. Bien entendu, pas de Zelensky, pas de Vladimir Poutine, pas non plus de Donald Trump, d'ailleurs, au demeurant, qui avait dit d'Arabie Saoudite, qui avait dit de Riyad qu'il n'excluait pas de faire un petit détour. Bon, finalement, il est parti au Qatar. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Rappelons que Donald Trump a une double casquette. Il a la casquette de président des États-Unis et également d'homme d'affaires qui fait beaucoup d'affaires justement avec ces pays-là. Donc là, il y a quand même une dualité. Au moment où certains médias nous rappellent que depuis son investiture, la famille Trump, par le biais des différentes compagnies qu'elle possède, a gagné 2 milliards. De dollars, pardon, depuis janvier. C'est quand même pas mal depuis janvier. C'est correct. Ça permet de payer le pourboire à la fin du restaurant, au moins. La délégation donc d'Istanbul, elle est comprise finalement de second couteau, globalement. Côté russe, ouais. Si on veut être honnête. Est-ce que ce rendez-vous qui a semblé être poussé au dernier moment de force avait véritablement une chance d'arriver à quelque chose de concret et de crédible? Aucune. Et ça montre que
du tout peur des gesticulations ni de Macron, ni de Starmer, ni des Européens. N'oublions pas que Emmanuel Macron et les Européens à Kiev la semaine dernière, enfin ceux qui étaient, avaient promis des sanctions terribles telles qu'on n'en avait jamais vues si la Russie n'acceptait pas immédiatement un cessez-le-feu de 30 jours et qu'il y aurait des négociations. La Russie n'a pas respecté, n'a même pas répondu à cette demande de cessez-le-feu. Les sanctions ont été annoncées, mais on va voir en quoi est-ce qu'elles consistent. C'est le 17e paquet, 30 000 sanctions. On ne fait rien. Donc ça veut dire qu'ils doivent être assez sûrs d'eux-mêmes. Donc on leur lance un ultimatum. Si vraiment les Russes avaient peur, on pourrait imaginer que Vladimir Poutine va y aller parce que mine de rien, tout ce qu'on nous dit sur la Russie, c'est vrai et que la Russie est en train de s'écrouler. Donc Poutine y va parce qu'il veut arrêter la guerre. Non, des seconds couteaux sont envoyés. Un adjoint de Poutine, le numéro 2 de la défense. Alors, j'ai la liste donc sous les yeux. Il y a comme chef de la délégation l'assistant du président, donc Medinsky. Sincèrement, si quelqu'un connaît Medinsky, bravo à lui, c'est que c'est un expert. Il avait participé, Alexis, aux négociations d'Ankara en 2022, et je vais en parler dans quelques instants. Donc, il connaît très bien le sujet. On est d'accord. Enfin, il connaît très bien le sujet, mais ceci dit, c'est pas une personnalité. Poutine, c'est sûr. On est d'accord. Dans les autres membres, on a le vice-ministre des Affaires étrangères. Donc là, on n'a même pas Lavrov. Kostyukov, qui est donc à la direction générale de l'état-major des armées. Donc c'est même pas là encore un ministre des armées ou voilà. On a le vice-ministre de la Défense, Fomine. Là, c'est pareil. On a toujours que en fait dans le meilleur des cas, des vice-ministres qui ne sont pas des. Et puis après, on a quelques conseillers qui vont suivre cette délégation pour apporter des compléments techniques ou des réflexions techniques. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas côté russe un seul poids lourd. Il n'y a pas côté américain. J'ai même pas vu la liste côté américain, mais je crois que c'est pareil. Hein. C'est pas. Je ne sais même pas si vous pouvez participer. C'est pas extrêmement probant. Alors, il y a plusieurs enseignements. D'abord, c'est de nouveau en Turquie. Alors déjà, c'est quand même bien qu'ils discutent. Ils vont discuter de nouveau pour la première fois entre Russes et Ukrainiens, même si c'est une guerre par procuration organisée par les États-Unis. C'est quand même pas mal que Russes et Ukrainiens discutent. Et la dernière fois que ça avait eu lieu était en 2022. Et je rappelle que Ukrainiens et Russes en 2022 étaient quasiment tombés sur un accord. Et c'est entre autres, il y a eu Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, qui l'avait rapporté, mais également David Arakamia, qui est un député de Zelensky, qui en avait parlé. Russes et Ukrainiens étaient quasiment d'accord en 2022. Boris Johnson débarque à Kiev et dit non, on ne veut pas de ce projet de paix. Nous allons faire la guerre. Et la guerre, c'est pour ça que tout d'un coup, la guerre a vraiment été déclenchée à partir du moment où, en tout cas, a été démultipliée à partir du moment où Boris Johnson est arrivé. Et ce sont les députés ukrainiens qui le disent eux-mêmes. Donc, c'est pas mal que c'est bien pour la paix qu'ils se rencontrent. Même si la décision finale sera prise à Washington, c'est bien qu'ils se rencontrent. Et il était évident que les Russes n'allaient envoyer aucun poids lourd. Shah Echedé craint l'eau froide. Il y avait déjà eu des négociations. Les discussions entre les États-Unis et la Russie durent depuis longtemps. Et donc, la parole, la valeur de la parole atlantiste a été complètement émoussée. Les Russes n'ont plus confiance dans les atlantistes qui disent... Et rappelons juste, je voudrais terminer là-dessus, Alexis, c'est qu'il y avait eu déjà un cessez-le-feu et des accords à Minsk 1 et Minsk 2. Et je rappelle qu'en 2014, c'est l'armée ukrainienne qui a attaqué d'autres Ukrainiens dès 2014 et qu'il y a eu une paix, en tout cas, oui, une espèce de traité entre les belligérants ukrainiens, dont la France, les Russes et les Allemands étaient garants. Et on sait maintenant, puisque Angela Merkel l'a avoué, François Hollande l'a avoué, Petro Poroshenko, l'ancien président ukrainien, l'a avoué également, que les Ukrainiens, le but était de profiter de ce temps-là pour armer les forces ukrainiennes, pour la préparer à se battre contre la Russie. Donc, les Russes ont toujours dit qu'ils étaient ouverts au dialogue. Ils ont dit exactement ce qu'ils attendaient, la neutralité de l'Ukraine, le fait que l'Ukraine ne soit pas un pays anti-russe, le fait aussi que l'Ukraine ne rentre pas de l'OTAN. Voilà, c'est assez clair. Et s'ils n'avancent pas sur ces sujets-là, eh bien, ça sera la fin des discussions.
Alors, c'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a eu effectivement cette discussion avec des personnalités de premier ordre, pour le coup, qui avait eu lieu en 2022, notamment avec la présence de Leonid Slutsky dans la délégation. Donc, c'est suffisamment conséquent en termes de poids diplomatique pour que ce soit sérieux du côté russe et à l'époque aussi du côté ukrainien d'ailleurs. Ça avait rebondi effectivement avec ces fameuses réunions dont tu parlais à Istanbul, sur laquelle effectivement le ministère des Affaires étrangères russe avait été présent avec des hautes personnalités, Lavrov, etc. Donc, est-ce que là on peut considérer ce qui est assez étonnant, c'est que côté russe, il y avait une volonté, justement, c'est la Russie qui a proposé cette rencontre à Istanbul. Donc, est-ce que la Russie s'est dégonflée? Première possibilité. Est-ce que la Russie, finalement, a proposé quelque chose sur lequel elle a eu les yeux plus gros que ventre, considérant qu'il n'y avait pas assez de temps entre samedi et aujourd'hui, jeudi, pour pouvoir quand même faire... C'était même pas samedi, c'était dimanche, même dimanche matin, et aujourd'hui, jeudi, pour pouvoir organiser quelque chose de concrètement sérieux en termes, justement, des services de sécurité, de toutes les infrastructures, pour qu'un président comme Vladimir Poutine puisse se déplacer. Ou troisième possibilité, est-ce que tu crois qu'il n'y croit plus du tout, qu'il considère que les différences, justement, et différents points sont trop éloignés pour qu'il puisse y avoir un moindre accord diplomatique? Laquelle des trois solutions penses-tu qui soit la bonne? Alors, je vais en proposer un qui est hybride. Alors, je pense que les Russes veulent montrer déjà au monde entier qu'ils sont prêts à négocier. Ça, ils l'ont déjà dit. Et je pense qu'il y a un effet de communication, de montrer qu'ils sont prêts à discuter, mais qu'ils ne veulent pas recevoir d'ultimatum. Ils l'ont déjà dit de la part des atlantistes bruxellois. La méthode, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que la méthode était extrêmement singulière. On a même eu des vidéos qui sont ressorties de Zelensky qui disait qu'il voulait se battre physiquement avec Vladimir Poutine pour régler la guerre. Enfin, le truc était complètement fou, en mode bagarre d'école. Voilà. Zelensky ne va pas régler la guerre. Il ne va rien régler du tout. Il est une marionnette. Il ne réglera pas plus que Emmanuel Macron, Starmer, Merz, etc. Ceux qui vont éventuellement mettre fin à cette guerre, ce sont les États-Unis, si ils se mettent d'accord avec la Russie. Sinon, cette guerre ne s'arrêtera pas. Cette guerre a été déclenchée par les atlantistes de Washington et aujourd'hui, ils essaient de s'en sortir parce que leur stratégie n'a pas fonctionné. Zelensky est une marionnette là-dedans et les Russes le savent. C'est pour ça que le Kremlin n'est pas du tout intéressé par discuter avec Zelensky. Officiellement, ils veulent avoir une discussion avec l'Ukraine parce qu'il va falloir régler le problème politiquement avec l'Ukraine, mais ceux qui prennent les décisions sont à Washington aujourd'hui. Ce qui est important de souligner ici, c'est que Poutine, les Russes proposent une discussion avec les Ukrainiens pour montrer qu'ils sont prêts, qu'ils sont ouverts à la diplomatie. Mais ça, aujourd'hui, c'est aussi pour, je pense, montrer une bonne volonté vis-à-vis de Trump. N'oublions pas que sous Biden, il n'y a eu aucune négociation. Biden n'avait jamais voulu discuter avec le Kremlin. Ils étaient dans une position de celui qui tenait le marteau et ils pensaient vraiment comme Bruno Le Maire qu'ils allaient écraser la Russie, que c'était trop tard, que la Russie était tombée dans le piège et qu'ils allaient enfin achever leur rêve de dépecer la Russie, la découper en différentes nations, comme l'avait rappelé il y a encore quelques semaines Kaja Kallas, qui est quand même commissaire européenne pour les affaires étrangères. Poutine et les Russes sont en train de discuter avec les Américains sur tout un tas de sujets différents. Il n'y a pas que l'Ukraine. Les Russes veulent régler ce sujet ukrainien, mais ils ont mis leur ligne rouge. Mais il y a des discussions sur le nucléaire, sur le survol des territoires, sur l'armée, sur les zones d'influence, sur les engrais, sur l'agriculture, sur tout ça. Donc, je pense que... et Trump a initié ça. On peut mettre ça à l'actif de Trump. Il aurait pu continuer la politique de Biden. Il a décidé de discuter, de se rendre compte que, voilà, de toute manière, ils sont dans une situation qui est très, très indélicate. Ils sont en train de perdre, les atlantistes, et donc ils discutent. Et donc, Poutine est prêt à dire, voilà, on va poursuivre la discussion. On est ouvert à la discussion. N'oublions pas qu'il y a eu énormément de navettes. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils savent. Il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été partagées. Et donc, c'est une étape de plus dans la négociation qui a été entamée par Trump avec ses équipes. Et donc, voilà, donc c'est une étape de plus. C'est clairement pas l'étape finale. Et je pense que c'est pour cela que la Russie le fait
pour des raisons de communication. Alors, on t'a perdu un petit peu en termes de connexion, Nicolas. Allô, Nicolas? On t'a perdu une seconde. Allô, oui, je suis là. Oui. Voilà. Et alors, dernière question. Je disais juste que. Vas-y, pardon. Dernière question pour finir ce podcast. Est-ce que tu penses que côté américain, il y a toujours cette volonté d'arriver à des accords ou des relations plus pacifiées avec la Russie? On sent quand même ces dernières semaines que je dirais le débat, le dialogue est beaucoup moins serein entre la Russie et les États-Unis. Côté russe, la population russe commence à en avoir un petit peu marre aussi des atermoiements de Donald Trump et de son manque de stabilité diplomatique. On voit aussi effectivement qu'il y a des sénateurs républicains. Alors effectivement, Xavier dit Graham est un fou furieux, ce qui est vrai, mais enfin, ceci dit, Graham, ça a un poids. Il va rencontrer Barrault. Et voilà, oui, Graham, ça a un poids et il est suivi au niveau au niveau de la Chambre américaine par un certain nombre également de républicains qui seraient prêts à le suivre et à voter, notamment ces textes de loi qui sont complètement fous. On parle de 500% de tarifs douaniers pour la Russie et les pays qui achèteraient à la Russie. D'ailleurs, bonne question, quid de la France, puisque rappelons que la France achète du gaz liquéfié à la Russie. Quid des États-Unis eux-mêmes qui achètent de l'uranium, entre autres, et plein d'autres produits, notamment agricoles. Voilà, enfin, est-ce qu'il y a encore une possibilité de dialogue entre les États-Unis ou ça se tend avec la Russie? Non, il y a une possibilité de dialogue. Alors, Trump, on connaît son style, il a dit qu'il allait régler ça en 24 heures. C'était impossible. Tout le monde, tous les vrais spécialistes de la région savaient que c'était complètement impossible. Pour la raison que j'évoque, c'est que ce dialogue ne concerne pas que l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Russes et Américains ont plein de différends à régler, énormément. Donc, je pense que Trump aurait voulu un peu tordre un petit peu le bras de Vladimir Poutine et un peu le forcer à avancer sur différents sujets. Et les Russes travaillent sur le temps long. Donc, ils sont assez sereins. Ils ont vu que les méthodes des atlantistes, les méthodes militaires, les méthodes de guerre de couleur, de révolution de couleur, les méthodes de sanctions ne fonctionnent pas, alors que leur méthode de monde multipolaire, les accords qu'ils font avec d'autres pays dans le monde entier, fonctionnent. Et même leur stratégie militaire est supérieure à celle de l'OTAN. Personne n'aurait parié là-dessus il y a encore quelques années. Les Américains aimeraient aller un peu plus vite, parce que c'est stratégique pour eux. Les Américains se rendent compte qu'ils ont perdu en Ukraine et ils veulent se projeter sur le Pacifique et la Chine, comme je le disais tout à l'heure. Mais la Russie ne se laisse pas faire, c'est tout. Donc la discussion se poursuit. Ce genre de négociation ne peut pas se faire en quelques mois. Les sujets sont trop nombreux, il y a des trop gros enjeux. S'ils arrivent à se mettre d'accord, ça sera bon pour la paix. Je pense quand même que Trump a envie de se diviser le monde en zones d'influence. Et il ne pourra pas gagner partout. Ou alors il est poussé par son aile extrémiste et néoconservateur, il y en a encore quelques-uns à la Maison-Blanche, et ils disent tant pis, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec la Russie, eh bien on va continuer la guerre, c'est tout à fait possible. Mais s'il fait ça, il ne pourra pas tout faire. Et je rappelle que les Américains ont voté pour Donald Trump pour augmenter leur pouvoir d'achat, pas pour régler, pas pour décider de qui va dépendre Kramatorsk ou Odessa dans les mois à venir. Donc non, je pense que tant qu'il y a du dialogue, c'est positif. Je pense que mais ça va prendre du temps. C'est normal. Et il y a un peu un jeu des deux côtés. Qui va s'écrouler en premier? Là, ce genre de situation de guerre, au bout d'un moment, on va arriver là maintenant. On est dans cette guerre a commencé en 2014. Là, elle est maintenant, elle a été amplifiée évidemment à partir de 2022. Chaque camp espère que l'autre va céder. Donc, il y a un peu ce jeu de longueur. Donc, c'est pas non plus, on n'aura pas à la fin un traité de paix et le grand amour entre les deux pays. Je pense pas pour l'instant. On n'y est pas encore. Donc, il faut être encore patient. Et tant qu'ils se parlent, c'est positif. Mais penser qu'une signature va régler tous les problèmes des Atlantistes, des Russes et de leurs alliés, c'est complètement illusoire. Qu'ils discutent, qu'ils maintiennent les lignes ouvertes pour dialoguer, c'est déjà positif et on verra qui fera les concessions, parce que les deux camps devront faire des concessions, c'est le principe même de la négo quand il n'y en a aucun des deux qui se montre le plus fort radicalement plus fort sur le terrain militaire. Eh bien, je te remercie mille fois, Nicolas, pour cette
cette analyse de finalement ce bid d'Istanbul, finalement une réunion pour rien. Bon, ça a permis de faire des miles probablement à certaines personnes au sein des administrations russes, ukrainiennes et américaines. Ceci étant absolument sans intérêt. On se retrouve dans Divergence la semaine prochaine, Nicolas, avec toi pour une autre analyse de la politique hebdomadaire internationale. Je rappelle à ceux qui veulent regarder ça, c'était absolument passionnant. Hier, nous avons reçu Laurent Braillard, l'historien, qui était en live du Donbass, lui également comme Nicolas la semaine dernière. On a parlé avec lui justement de ces groupuscules ultranationalistes, néo-nazis, vous les appellerez comme vous voudrez, en Ukraine. Quel est le pouvoir réel qu'ils ont au sein de l'État politique ukrainien? Eh bien, la réponse est dans la vidéo. N'hésitez pas à regarder également Divergence avec Xavier Moreau, Fabrice Sorlin et Thomas Sovitch dimanche soir. Nicolas, on se retrouve nous semaine prochaine. Et d'ici là, bonne fin de semaine. Bonne semaine, à bientôt. Merci.